Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre encore une fois le rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission Dimanche Tout est permis. Le torchon brûle entre le président de la République et ses adversaires politiques, notamment ceux résidant hors du territoire national. Alors que Patrice Talon et son gouvernement les soupçonnent d'être à la base des violences électorales enregistrées en avril dernier, en prélude bien évidemment à l'élection présidentielle du 11 avril, eh bien certains de ces cadres-là justement ont commencé à donner de la voix. L'un d'eux a pris la parole ce vendredi dans la presse internationale. Il s'agit notamment de Komi Koutié qui a déclaré en effet que la démocratie béninoise n'a jamais autant souffert que sous l'actuel régime béninois. Il décline d'ailleurs sa responsabilité dans les actes de violence survenus alors que le chef de l'État l'avait déjà affirmé, il avait déjà déclaré ouvertement qu'il n'entendait plus amnistier quelque auteur de ces actes de violence que ce soit. Alors, la démocratie béninoise est-elle donc malade à ce point ou a-t-elle plutôt de bonnes perspectives devant elle? Voilà la question qui nous intéresse en ce dimanche soir. Et pour la décortiquer, je reçois pour vous sur ce plateau deux différents acteurs, observateurs et aussi commentateurs de l'actualité sociopolitique nationale. Antoine Adoukono, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilles Christ. Vous êtes acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et docteur Paul-Marie Wessou, bonsoir. Bonsoir, Gilles Christ. Vous êtes enseignant-chercheur. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Oui, mais c'est un plaisir partagé. Hein. C'est la première fois que je me retrouve ici et je suis heureux. Merci infiniment d'être venu. Avec vous, donc, nous allons passer au peigne fin toute l'actualité sociopolitique nationale dans le but de voir un peu comment se porte le Bénin d'aujourd'hui, tel que dirigé par le président de la République, Patrice Talon et son gouvernement. Alors, d'entrée, je le disais tout à l'heure, Komi Koutié a déclaré vendredi sur Radio France Internationale que le Bénin est malade et que la démocratie béninoise souffre parce qu'il prenait un exemple assez typique. Jamais le Bénin n'a enregistré des morts à l'occasion des élections présidentielles ou des élections tout court. Docteur Paul-Marie Wessou, est-ce que vous diriez, un peu comme Komi Koutié ou peut-être comme d'autres acteurs politiques de l'opposition, que le Bénin démocratiquement ne se porte pas bien aujourd'hui? Oui, le Bénin démocratique que nous connaissions est, disons, passé. Pour moi, il reste quelques jours encore avant l'investiture, comme je l'ai toujours dit. Hein. Et depuis que le président Talon a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir en 2016, et nous avons entamé une transition 5 ans durant, et puis plus 45 jours maintenant. Et cette transition va finir. Donc dans quelques jours, et nous allons donc tourner la page de ce qui s'est passé avant. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut attendre de voir à partir du deuxième mandat ce qui va se passer. En ce moment, on se prononcera plus clairement sur ce qui se passe. Ce qui s'est passé pendant les 5 ans, on ne peut pas l'attribuer totalement au président Talon. Heureusement ou malheureusement, on ne peut pas l'attribuer totalement au président. Mais c'est le seul qui est élu. C'est lui qui répond de sa mandature, non? Non, il y a plusieurs élus. Il y a les députés, il y a les maires, il y a comment dirais-je, il y a de ces élus sont issus des présidents d'institutions. Donc, il y a tout un ensemble de personnes. Il n'est pas le seul élu. Le seul élu. Mais justement, c'est que... Mais il n'en demeure pas moins que ce soit lui qui définit la politique nationale de développement, au plan général. Bien sûr, mais il ne le fait pas en dehors du Parlement. D'accord. Il ne le fait pas en dehors de la justice. Il ne le fait pas en dehors de toutes les autres institutions. Et justement, enfin, au cours de cette émission, nous allons donc approfondir un peu le regard sur la gouvernance et comment ça s'est passé pendant les 5 ans passés. Mais moi, je trouve que les 5 ans à venir donnent sur les épaules du président de la République une lourde responsabilité. C'est-à-dire une responsabilité jamais assumée dans notre pays. Vous voyez, il est tout seul. Alors, quelle est la différence entre ce qu'il a déjà fait, si tant est qu'on ne peut pas le responsabiliser seul, et que pour les 5 années à venir, on a maintenant le devoir peut-être ou le droit de pouvoir le responsabiliser seul désormais? Écoutez, désormais, on a un Parlement totalement qui a lu.
on a, disons, lui-même est réélu. Ok. On a la justice qui est, disons, avec lui. D'accord. Okay. Et nous allons dire que à partir de cet instant où, disons, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille, où le président qui démarre son mandat avec tous les boutons de la gouvernance en main. Alors, il y a donc une lourde responsabilité qu'il va assumer à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que d'abord, les deuxièmes mandats dans notre pays ont toujours été ce qui progressivement nous a conduit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a eu un deuxième mandat de Kérékou, il y a eu un deuxième mandat de Yahi. Nous allons peut-être avoir le temps de les décortiquer. Vous verrez que c'est les deuxièmes mandats qui nous ont progressivement conduits jusqu'ici. D'accord. Maintenant, ceci dit, donc vous voyez que son deuxième mandat donc revêt un caractère plus élevé dans le sens où il a le devoir de réussir à nous proposer quelque chose de complètement différent de ce que nous avons vécu jusqu'ici, mais dans le même temps, la responsabilité de faire des choix sérieux et des choix qui nous conduisent vers des situations meilleures. Dans un environnement mondial où véritablement il y a de vrais problèmes. Et il y a des forces qui sont en ce moment en train de se préparer pour les situations difficiles au plan mondial qui vont se produire dans la décennie que nous avons abordée. Et donc, moi, je crois que le président de la République, pendant que tout est calme maintenant et il est en train de réfléchir à la suite, à donner donc à son élection, je crois que il doit prendre la mesure de toutes les responsabilités qui sont les siennes en ce moment pour que nous puissions, disons, bâtir ensemble un Bénin meilleur à partir du second mandat. Du second mandat, oui. Mais il a quand même porté certaines réformes, la réforme du système partisan. On a déjà organisé 3 différentes élections. En un mot, est-ce que c'est positif ce bilan-là déjà, par exemple, au plan politique, ce qu'il a pu faire jusque-là? Non, moi j'ai dit que c'est une transition. Et en tant que telle, la transition nous amène d'une situation à une autre situation. D'accord. Donc, dans cet espace, si vous voulez lui coller une image, alors vous allez mal agir. D'accord. Mais par contre, Oui. à partir du 23, je crois, 23 dimanche prochain, et à partir de son investiture, chaque acte qu'il va poser va entrer dans l'histoire Très bien. comme un acte hautement historique qui, disons, pourra maintenant lui être collé comme un acte. Comme une marque, vraiment. Vraiment, oui. Très bien. Antoine Adoukono, justement, lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, en regardant depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, en passant par 2019, en arrivant en 2021, avec peut-être les différentes élections, les réformes politiques, après, qui ont suscité peut-être des grincements dedans, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute ces acteurs politiques de l'opposition, peut-être radicaux, ou enfin, des acteurs politiques de l'opposition radicale, ou peut-être modérés, etc., les terminologies sont nombreuses. Est-ce qu'on dira que le Bénin se porte bien aujourd'hui au plan sociopolitique? Non, je crois que le Bénin se porte bien au plan sociopolitique. Si nous voulons l'évaluer par rapport à la réaction des uns et des autres, on aura du mal à apprécier. D'accord. Parce que chacun apprécie selon l'angle sous lequel il entrevoit les diverses questions. Vous avez parlé par exemple des réformes politiques. Vous savez que là-dessus, les points de vue ne sont pas les mêmes. Il y en a qui pensent que ces réformes sont les bienvenues, que ces réformes ont porté leurs fruits. Mais vous entendrez également ceux qui ne font objecter que des critiques, qui trouvent que ce sont des réformes chrysogènes, que ce sont des réformes
qui ont conduit le Bénin à aller vers une démocratie qui n'est plus la normale. Et je crois bien que lorsque nous nous retrouvons dans ces deux tendances, ce que je fais, moi j'évalue les réformes elles-mêmes. Je ne vois plus ce que les gens disent. Et là, je fais bien sûr la nuance entre la loi elle-même et sa mise en œuvre. Parce que si on ne lève pas cet équivoque, on va faire passer ce qui est vrai pour faux, ou bien ce qui est faux pour vrai. Pourquoi je le dis? Lorsque vous prenez les réformes, nous sommes partis quand même d'une hypothèse bien donnée. C'est la classe politique qui a décidé d'aller vers ces réformes. Nous avons fait des consultations où les procès-verbaux signés existent, où vous pouvez trouver la signature de tout un chacun de nous. Nous avons fait ces rencontres et la plus récente ou bien la plus remarquable est celle que nous avons faite à l'hôtel Azaraï, où opposition d'alors et mouvance toutes tendances confondues, nous nous sommes entendus sur le principe qu'il faut aller vers les grands regroupements, que nous devons faire l'effort de quitter les partis de quartier, de région. Des partis représentatifs au plan national. Voilà. Oui, mais justement, est-ce qu'on ne dit pas souvent que c'est la fin qui justifie les moyens? Parce que si même les gens sont d'accord sur le diagnostic et qu'on passe à l'action, et que finalement la façon dont ça a été fait n'a pas donné de bons résultats, est-ce qu'on n'a pas peut-être le droit quand même de critiquer finalement l'arrivée? Oui, c'est ce que je vous dis. C'est que... Donc si déjà on est d'accord sur le début, finalement, comment est-ce que vous appréciez l'arrivée? Non, l'arrivée, au fait, l'arrivée n'a causé de problème que par rapport au comportement des acteurs politiques. Comment? Parce que qu'est-ce que le législateur a fait? Puisque si nous étions à la veille de la réforme, nous étions à 278 partis politiques enregistrés. Mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, et qui sommes dans la pratique, et là, ça, ce n'est pas un universitaire qui de loin peut apprécier. Parce que nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes. Nous savons pourquoi nous créons les partis. Nous savons pourquoi nous mettons des partis rien que dans nos arrondissements. Nous le savons. Et ce qui nous favorisait, en fait, c'est le mode du scrutin. Parce que le mode était basé sur les circonscriptions électorales. Si bien que on se dit, bon, si je peux être fort dans ma circonscription, encore moins dans une commune, parce que, d'accord, je peux déjà faire l'affaire pour être quand même représentatif dans ma commune et faire un pas vers la politique. C'est pourquoi le législateur, en voulant régler le problème, a institué d'abord une représentation nationale pour obliger donc les gens à se mettre en grand groupe. En un mot, celui qui est dans une commune au sud, par exemple, est conscient que s'il crée un parti dans cette commune, qu'il a besoin des voix d'une commune du nord, de l'est à l'ouest, pour pouvoir rassembler d'abord les 10% avant de prétendre à l'éligibilité de lui-même dans sa circonscription. Et c'est ça qui a guidé le législateur. Et là, moi je dis, que devient ceux qui ne se regroupent pas? Puisque l'hypothèse, le diagnostic est fait, on a mis des dispositions légales pour aller dans le sens, que devient ceux qui ne se regroupent pas? Ils deviennent ce que vous voyez. Ils deviennent les premiers à critiquer les tests.
Parce qu'à l'arrivée, ils ne s'en sortiront pas. C'est ça le vrai problème. Il y en a qui ont fini par se conformer, mais qui sont quand même très, très acerbes vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Il y a des acteurs politiques au sein d'un parti dénommé les démocrates, par exemple, qui ne sont du tout pas tendres avec l'exécutif. Est-ce que ceux-là, par exemple, ont eu un problème de conformité, par exemple? Non, vous savez, ils se disent être des partis de l'opposition. Donc, critiquer de façon acerbe, c'est leur droit. Très Mais bien. les démocrates n'ont jamais participé à une élection, même pour qu'on puisse les évaluer par rapport aux tests. Alors justement, si tout le monde a quand même été d'accord sur le diagnostic, au plan politique, il y a beaucoup trop de partis politiques, il faut réformer tout ça, il faut créer des conditions de sorte à avoir des partis beaucoup plus grands et d'envergure nationale, etc., etc. Et qu'on va aux élections. On a eu 3 élections déjà. Par exemple, il y a certains partis qui ont eu jusque-là la mère expérience de n'avoir pas encore participé de façon concrète à une élection jusque-là. Certains estiment justement à partir de ce moment qu'on les exclut. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de plus en plus, on s'appuie sur les textes, sur les lois, pour exclure ou faire des règlements de compte politiques? Non, lorsque vous dites qu'on exclut, ça c'est le langage de la rue. Parce que c'est suivant des tests des institutions qu'on fonctionne. Lorsque la Sénat fait le point, il dit, voilà les partis qui remplissent les conditions prévues par la loi, voilà ceux qui ne le remplissent pas. Est-ce que c'est une exclusion? Il y a par exemple la question du parrainage qui est là pour la présidentielle. Non, de façon globale, je dis, lorsque les institutions qui sont chargées de jouer un certain rôle dans le processus électoral, lorsqu'ils font le point et ils disent, oui, à l'arrivée, voilà les partis retenus, voilà les partis non retenus. Est-ce que ça là, c'est de l'exclusion? C'est pour ça que moi je vous pose la question, de savoir si on ne s'appuie pas sur les tests pour finir par écarter des gens. Oui, mais lorsque nous sommes en démocratie, vous voulez qu'on s'appuie sur quoi? On ne peut pas s'appuyer sur les sentiments. On ne peut que s'appuyer sur les tests. Donc, lorsqu'on s'appuie sur les tests, je ne peux pas le qualifier de l'exclusion. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que je ne veux pas faire l'amalgame entre la loi et sa mise en œuvre, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est ceci. Dites-nous maintenant. Les acteurs politiques que nous sommes, nous avons plus d'un tour dans nos sacs. Lorsque on met les tests là, et que nous voyons que tels que les tests sont ficelés, on ne peut pas s'en sortir. L'autre branche, c'est de s'abstenir d'aller aux élections et d'utiliser l'abstinence là pour dire que c'est parce que les tests sont chrysogènes qu'on n'a pas pu gagner. D'accord. Ça, c'est nous ça. Très bien. Un universitaire ne peut pas comprendre. Ce n'est pas quelque chose dépend. que... Non. Ça, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est pratique. Très bien. C'est un couvent. Oui. Et donc, vous devenez seul le monopole. Tant que vous n'êtes pas dedans, vous allez rester dans les théories, etc. Je vous donne l'exemple du professeur Joël Aïvo. En tant que professeur de droit constitutionnel, lorsqu'il est face à ses étudiants, il vous dira que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais quand il devient acteur politique, il va vous dire qu'il peut faire exploser le parrainage. Vous voyez la différence? C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous sommes dans les théories, nous sommes dans le formalisme. Mais lorsqu'on est dans la pratique, on rencontre beaucoup de choses. Le professeur Joël Aïvo n'a pas oublié ses cours de droit constitutionnel. Mais il est maintenant dans une sphère où il constate que, en voulant rester dans la logique des tests, de sa compréhension du droit constitutionnel, il ne pourra pas avancer.
D'accord. C'est ça la réalité. Très bien. Docteur Paul-Marie Ouessou, justement sur cette question-là de l'exclusion dont on a entendu parler depuis des années, aujourd'hui, lorsque vous faites un peu le bilan, que ce soit dû au chef de l'État ou pas, ou à tout un ensemble, à tout un agrégat, etc., etc., est-ce qu'on peut en arriver quand même à estimer qu'aujourd'hui, nous en sommes là où on en est, parce qu'on a décidé d'écarter des adversaires aux différents rendez-vous électoraux jusque-là? Bon, je voudrais quand même dire à mon ami, je me rappelle plus bien. Adou Konou, que j'apprécie beaucoup, hein, je le suis sur beaucoup de chaînes. D'accord. Et il parle beaucoup, mais je voudrais lui dire de s'élever par rapport au débat. De s'élever par rapport au débat parce que ce que nous appelons théorie et nous appelons pratique, il n'y a pas de pratique sans théorie, il n'y a pas de théorie sans pratique. Parce que lui-même, en tant que praticien, fait déjà de la théorie. Vous voyez, quand il parle, il décrit, il fait de la théorie, c'est de la théorie. Et dire qu'un universitaire ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est une aberration grave. Et je souhaite qu'il s'élève par rapport au débat et qu'il comprenne ceci. L'exclusion, il y en a eu. Depuis 2019, il y en a eu. Démontrez-moi ça. Il y en a eu. Démontrez-moi ça. Bon. Je le répète, l'exclusion, il y en a eu. Oui. Mais je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui s'est passé ce qui s'est passé, qui va peut-être aussi se passer encore, hein, jusqu'au dimanche prochain, il ne faut pas l'attribuer seulement au président Talon. Il ne faut pas lui attribuer seulement. D'exclusion, il y en a eu. Et l'exclusion, c'est quoi? L'exclusion, c'est simplement le fait que quelqu'un qui a droit à quelque chose n'arrive pas à avoir accès à ça à cause de règles qui sont établies. Et vous savez, M. Adou Konou, il est dit par les grands livres de ce monde que nul ne peut se justifier par la loi. Nul ne peut se justifier par la loi. Donc la loi est ce qu'elle est. Mais nous, les hommes, sommes appelés. En fait, la loi n'est pas la mesure. La loi, en fait, est juste crée juste un cadre indicatif de ce que nous devons faire. Parce que si nous devons prendre la loi, est-ce que vous constatez avec moi que même l'élection passée n'aurait pas dû avoir lieu? Si nous prenons la loi. Pourquoi? Oui. Dites-moi. La loi dit qu'on ne doit pas avoir de coalition de partis politiques qui désignent un candidat. Nous avons eu une coalition. C'est faux, la loi n'a jamais dit ça. Ah. Je vois tout à l'heure, vous le dites. La loi que moi j'ai lue, peut-être que nous lisons, puisque c'est comme je l'ai dit souvent, nous sommes arrivés maintenant au Bénin à un niveau où quelqu'un voit le blanc, l'autre voit le rouge. Hein. La loi peut être lue différemment par quelqu'un, l'un de l'autre. Moi, je ne suis pas politicien, il faut le remarquer, mais moi j'ai lu le code électoral. Qui a dit quoi? Qui a dit expressement que les alliances politiques ne doivent plus se faire. Oui, et que chaque parti présente... Je vais permettre qu'il puisse vraiment aller... Et que chaque parti présente ses candidats. Si je m'appuie sur ça, le fait que deux partis désignent un candidat, une candidature, on va dire, puisqu'il y a deux candidatures, deux candidats, mais bon, c'est en une candidature. Oui. Le fait que deux partis désignent une candidature s'appelle comment? C'est complexe. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que si nous voulons être des puristes de la loi, nous ne pouvons pas gouverner avec du purisme de la loi. Et c'est pourquoi on dit que nul ne peut être justifié par la loi. Et nul ne peut être justifié par la loi suppose que la loi est un indicateur, mais que nous, les hommes, devons parler nous regarder au-dessus de la loi pour nous entendre sur ce qui doit se faire et qui nous met tous à l'aise. C'est pour cela qu'un pays comme la Grande-Bretagne, vous savez, n'a pas une constitution écrite. Oui. Mais regardez comment ça fonctionne. Parce que les hommes se parlent. Parce que les hommes ont des conventions. Parce que les hommes se disent des choses. Parce que si j'ai dit oui, c'est que j'ai dit oui. Si j'ai dit non, c'est que j'ai dit non. Et quand quelqu'un dit non, et que nous tous nous voyons que son non est correct, nous sommes avec lui.
Quand quelqu'un dit oui, que nous voyons tous que c'est... Mais ce qui est non, ce que nous devons, la communauté nationale doit juger de non, ce n'est pas quelque chose sur laquelle, disons, des groupes de partis vont maintenant commencer à lutter pour dire non, que c'est illégitime. Prenons par exemple le Premier ministre, comment dirais-je, le Premier ministre britannique. Il est élu. Johnson. Voilà, il est élu, mais pour entrer en fonction, il doit aller s'agenouiller devant la reine. Ouais? Ce n'est écrit dans aucune loi. Ce n'est écrit dans aucune loi. Donc, nul ne peut être justifié par la loi parce que la loi n'est qu'un cadre indicatif. OK? Et que les hommes doivent être tirés par ce qu'on appelle l'idéal. L'idéal. Et moi, je l'ai toujours dit. C'est pour cela que j'ai toujours dit que ce qui s'est passé sous le mandat du président Talon jusque-là, c'est, disons, une transition. C'est des phénomènes ou des événements d'une transition qui nous amènent maintenant vers une situation où, bon, maintenant, nous allons voir l'élévation vers l'idéal. Très bien. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons au Bénin, c'est que nous n'avons pas une culture nationale. Ou si nous en avons, nous avons une culture nationale dont les agents sont foncièrement négatifs. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons une culture nationale, nous partageons des choses en tant que Béninois, mais pour la plupart, ces choses-là sont négatives. Vous avez parlé tout à l'heure de Kwame Kouchi. Écoutez, moi j'ai vu Kwame Kouchi quand même. Kwame Kouchi. Ministre des Finances oui. Dans ce pays. Donc moi je ne sais pas de quoi il parle. Quand il parle, moi je ne sais pas de quoi il parle. Sincèrement. Vous voyez? Parce que moi je ne suis pas un acteur politique, moi je suis un observateur, je suis un universitaire, qui plus est, quelqu'un qui a passé 6 ans à étudier la gouvernance. Et on n'étudie pas, quand on dit théorie là, c'est pas, ok, vous avez parlé un peu du professeur Aïvo et de ce que, toute sa connaissance des droits constitutionnels ne lui sert pas à grand chose dans l'arène politique. Non, non, nous faisons pas souvent cette erreur. Le professeur Aïvo... La démonstration qu'il faisait, c'était que chacun utilise la connaissance selon son postulat pour pouvoir justifier ses prises de position. Oui, bien sûr. Je vais dire ceci, nous ne faisons pas souvent cette erreur. Oui. Le professeur Aïvo, en tant qu'homme politique, est un bébé. D'accord. C'est un vrai bébé. Si vous l'avez suivi, de bout en bout, jusqu'à maintenant, c'est un vrai bébé. C'est-à-dire que la politique en tant qu'activité, je ne parle pas de la politique en tant que théorie, la politique en tant qu'activité, on construit l'activité pendant longtemps. Vous voyez, dans notre pays, c'est que tout le monde se lève un jour, va vous dire, j'ai été responsable de telle école, j'ai été syndicat de ci, donc je vais faire la politique. C'est ça qui amène, vous voyez, la qualité de l'action politique que nous avons dans notre pays. Alors, par rapport à l'aspect de l'exclusion tout à l'heure, vous avez affirmé de façon très claire et nette tout à l'heure, et limpide d'ailleurs, qu'il y a eu de l'exclusion. Alors, pour que votre position soit suffisamment perçue de chacun et de tous, je voudrais justement vous relancer sur certains aspects très précis. Lorsque, par exemple, la loi est très claire sur les modalités, je parle d'ailleurs de la Constitution, la nouvelle Constitution qui a été relue le 1er novembre 2019, qui dit que ne peut être candidat à la présidentielle et aussi à la vice-présidence que lorsqu'on réunit 10% du nombre total des élus, députés et ou maires. D'ailleurs, disons, on a dit, lorsqu'on n'est parrainé que par un certain nombre d'élus, selon les conditions déterminées par la loi. Et après, le code électoral définit que c'est 10%. Lorsque la loi dit ça très clairement, et qu'après les gens vont déposer leur dossier, et que la Sénat constate qu'ils n'ont pas fourni les formulaires appropriés ou nécessaires pour se faire parrainer,
et que, bon, finalement, ils n'ont pas pu candidater ou aller à cette élection. À quel niveau, justement, peut-on situer l'exclusion? Bon, écoutez, écoutez, là, comment on l'appelle? Il y a eu un adage chez nous qui dit, excusez-moi bien le terme, un estropié a porté le bagage et puis bon, vous voyez que c'est penché. Ben, faut pas aller chercher ça là où c'est, là, en haut. Faut pas aller chercher le problème en haut. La Sénat est en haut. La Sénat est en haut. Donc, c'est depuis la base que le truc là. Je ne voudrais pas dire, c'est pour cela que je dis que nous avons été dans une transition et que nous allons maintenant vers quelque chose de bien. Je ne voudrais pas dire que nous devons faire de la politique avec les partis de quartier et autres qu'on avait eus. Encore que, selon moi, et c'est ce que je voudrais que nous partagions tous comme connaissance, c'est-à-dire que, selon moi, il y a beaucoup d'alternatives pour régler ce problème. Et, et si on faisait même attention, le problème était en train d'être résolu. De façon lente, bien sûr, mais naturelle. Et vous allez constater que les partis, c'est-à-dire un parti isolé comme ça, avait de la difficulté à faire élire un député. Et vous verrez, c'est les alliances FCBE, c'est les alliances Ouloguedé, c'est les alliances ceci, c'est les alliances cela. Le problème était en résolution lente, hein, bien sûr, mais disons qu'il fallait, disons, qu'on ajoute un peu de la réflexion et qu'on voit comment ces tendances-là, même si c'est lent, vont aboutir. Parce que je vais vous dire quelque chose. En réalité, moi, je ne m'offusque de rien. Hein, parce que, vous savez, pour quelqu'un comme moi qui suit la politique américaine, c'était en plein dans mes oreilles encore avant de venir ici tout à l'heure, toute la journée. Quelqu'un qui suit la politique américaine, je peux vous dire que, vous voyez, tous les problèmes que nous avons vécus hein, avant le président Talon, l'Amérique est passée par là, a vécu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, l'Amérique vit les mêmes problèmes sur certains plans que le Bénin en matière politique. Vous voyez, le parti républicain est en plein émoi, en pleine difficulté à cause de Trump, du président Trump, okay, qui pourtant n'est plus président. Et comme chez nous ici, il y a un président qui n'est plus président, mais qui, quelque part, disons, apparaît comme l'épouvantail et qui donc provoque le fait que un certain parti, vous allez voir, FCBE, a fini par se détacher de lui. Et puis après, c'est démocrate. Et c'est ça, ce que vous appelez, quand je parle d'exclusion, vous allez constater que c'est surtout dans la direction où il se trouve que le problème se pose. Ça, c'est des constats. Ce n'est pas une invention. C'est des constats, c'est-à-dire que vous allez constater que le président Yahi, n'étant plus au pouvoir, a voulu garder une certaine activité politique. Mais c'est normal. Et moi, je l'ai lu, ça s'est passé en Amérique. Tout pouvoir qui s'installe veut pas du tout avoir face à lui quelqu'un qui, disons, peut rivaliser en termes de pouvoir et de popularité. Et donc, c'est normal que on fasse face à lui. Il faut donc trouver des moyens pour que ça ne passe pas. Mais, donc, exclusion, dire qu'il y a eu exclusion, mais écoutez, c'est ce que moi je dis, c'est-à-dire nous devons pouvoir nous entendre. Nous devons pouvoir nous entendre. Il y a eu exclusion où? Nous devons pouvoir nous entendre au moins sur les mots. Okay? J'ai dit que, qu'est-ce que vous appelez lorsque les estropiés portent le truc là, et c'est en bas qu'il faut aller chercher ça. Déjà dans la loi elle-même, elle dit une loi d'exclusion. Toute loi est d'abord exclue, exclue des comportements, exclue ceci, exclue cela. Mais dans les lois que nous avons, la loi par exemple que nous avons, disons les lois, code électoral, loi sur les partis politiques et tout ça là, il y a des éléments qui
porte ces germes-là d'exclusion. Et le président lui-même ne s'en cache pas. Il a dit, la politique est d'abord de l'exclusion. Donc, exclusion, il y en a. Maintenant, qui on exclut? Pourquoi on exclut? C'est sur ça que nous pouvons discuter. Mais on ne peut pas discuter s'il y a eu exclusion ou pas. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Antoine Adoukono, justement, sur cette question, c'est vrai que vous êtes très convaincu qu'on n'exclut personne. D'ailleurs, vous trouvez même que c'est un terme inapproprié, justement. Vous estimez qu'on ne peut pas employer ce terme-là dans un débat. Mais on a quand même noté beaucoup de crispations à l'occasion de nos élections depuis ces 2 dernières années, 2019, peut-être un peu 2020, mais 2021 surtout. Beaucoup de gens se sont sentis très frustrés et il y a eu beaucoup de manifestations qui se sont même soldées par des blessures et des morts. À quoi cela est dû? Est-ce que ce n'est pas dû à ce que vous évitez de dire l'exclusion, justement? Je crois que nous aurons d'autres occasions parce que il faut qu'on ait le temps d'évaluer la réforme. Oui. Parce que puisque tous les problèmes que nous avons aujourd'hui tirent leur source certainement de ce que les gens disent que c'est les tests. Mm-hmm. On va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et je crois que c'est pas pour rien que j'ai cherché à savoir ce qu'on met dans exclusion. Puisque j'ai devant moi un théoricien de la gouvernance, et j'ai voulu comprendre, parce que quand on dit exclusion, j'ai voulu comprendre ce qu'on met dedans. Parce que dans le commun des mortels ou bien dans la conscience collective, ce qu'on appelle exclusion, c'est que à l'arrivée, il y a des gens qui ne sont pas allés aux élections. Donc, ils sont exclus. C'est ça l'exclusion dans la conscience collective. Mais en réalité, dans la pratique, c'est pas vrai. Parce que l'élection est organisée suivant des règles. S'il y a des règles, cela suppose qu'il peut y avoir des gens qui soient en dehors des règles. Et par conséquent, ceux-là ne peuvent pas compétir. Donc, le fait de voir des gens ne pas compétir ne peut pas s'appeler pour moi exclusion. Mais je vais vous mettre quand même devant un fait factuel. Oui. On a entendu d'abord, dans un premier temps, l'ex-candidate à la candidature, Rika Madougou, dire qu'elle aurait appris qu'au sein de l'Union progressiste, on aurait décidé de ne pas lui accorder les formulaires de parrainage. Plus tard, on a entendu un député Afo Tidjani dire exactement la même chose, lui qui était en posture de parrain. Beaucoup plus tard encore, Rachid Igbadavasi, député BR, dit, je le cite, qu'au sein du bloc républicain, il y avait eu un consensus pour qu'on puisse accorder le parrainage à tout le monde dans le Parti démocrate, sauf elle. Est-ce que tout ça là, ce ne sont quand même pas des signes patents d'une exclusion notoire? Non. Je vais vous le dire. Vous savez, je disais tout à l'heure que les universitaires ne sont pas toujours appelés à tout comprendre. C'est en guise d'un certain nombre d'éléments forts de la pratique politique que je le dis. Tout à l'heure, monsieur... Là, dans le cas d'espèce? Oui, je vais en venir. Très bien. Monsieur Ouessou a souligné quelque chose de très important. Il a dit que le professeur Joël Aïvo, en matière politique, est un bébé. C'est vrai. C'est vrai, c'est plus que vrai. Et je l'ai senti dans ses élans. Et je disais à un professeur d'université que ce monsieur, s'il ne fait pas attention, il finira en prison. Je lui ai dit ça parce que on l'enrôle en fait dans un processus que lui-même ne maîtrise pas. Parce que tel que nous fonctionnons, si vous venez de quelque part et vous rentrez dedans, si vous ne savez pas faire, c'est un couvent où il y a des trous un peu partout et c'est ceux qui sont dans le couvent qui savent comment marcher. Si vous rentrez seulement dans le couvent parce que vous êtes initié aujourd'hui, si quelqu'un ne vous dit pas de ne pas passer par là, vous allez rentrer dans le trou. C'est pour dire quoi? Je vais vous donner
un petit exemple. Bon, moi-même, j'ai réalisé cela parce que lorsque Éric Roumelete est président du Parti des démocrates, lorsque Joël Aïvo a des ambitions sérieuses d'être candidat, lorsque les Nourénou à Tchad se sont donnés corps et âme pour donner vie au Parti des démocrates, et que un jour on débarque Ricky Amadougou, qui n'est même pas membre du parti, pour porter la candidature des démocrates, vous pensez que c'est sans effet politique interne au parti? Mais c'est ça, c'est le problème des parrains. Non. Les parrains sont externes au parti. Non. Eux, ils n'ont pas à s'occuper des réalités du parti. Non. Je dis que ça ne fonctionne pas comme ça. Nous pouvons être ensemble et ne pas être ensemble. En fait, c'est ça. Vous voyez, les lois électorales doivent être appréciées comme étant des lois politiques. Ça, je commence par vous livrer des secrets. Je ne prenez les documents de droit constitutionnel et lisez. Puisque moi-même, en voyant nos comportements, des fois, je lis aussi pour voir comment les gens apprécient. Et j'ai compris, comme M. Wessou l'a dit, que dans la théorie, les gens, par expérience, ils comprennent aussi parfois ce qui se passe chez nous. Les lois électorales sont des lois politiques. En ce sens que ceux qui sont majoritaires et qui doivent compétir, mais en même temps, ils sont juges partis parce qu'ils sont appelés à élaborer les règles de la compétition, alors qu'ils sont aussi des compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Pour la plupart des démocraties, même occidentales, on met les règles qui leur permettent de gagner. C'est ça, partout. Donc c'est le cas dans ce que nous disons alors. Si je dis partout, je n'exclus pas le Bénin. C'est pour dire que nous devons avoir cette compréhension-là. Et que ceux qui sont minoritaires doivent le comprendre et doivent savoir qu'une fois que nous n'avons pas la majorité, nous avons du pain sur la planche. Au lieu de critiquer les tests, ils doivent nécessairement faire des efforts pour affronter les tests, faire en sorte que quand ils seront majoritaires, ils vont modifier les tests. Je ne dis pas cela pour dédouaner que quand les tests sont chrysogènes, il ne faut pas les corriger. Vous avez vu que lorsqu'on a voté le code de 2018, dans les dispositions in fine de l'article 46, moi j'avais porté des critiques en tant que mouvancier. Parce que on a dit, une fois que les dossiers sont déposés, qu'on ne pouvait apporter aucune modification. Et j'avais annoncé que, tel que c'est fait là, ça va créer des problèmes. Parce que l'erreur est humaine. En voulant écrire Gilles Christ, si j'écris Christ, c'est que je n'ai plus la possibilité de revenir mettre le Gilles. Alors qu'il devait y avoir conformité entre les actes que vous avez déposés et votre nom. Du coup, vous êtes éliminé. Et comme c'est un scrutin de liste, si vous êtes éliminé, c'est que l'ensemble de la liste est rejeté. On a vu ce qui s'est passé avec Pierre D. Vous avez vu, justement. Mais le législateur avait voulu régler un problème. Parce que, entre nous, qu'est-ce qui se passait? On fait la liste électorale, vous êtes tête de liste, quelques jours après, vous voyez que vous êtes 8e. À l'arrivée, vous n'êtes même plus sur la liste de candidature. Donc, bref, les populations votent pour quelqu'un, mais lorsque les résultats sortent, c'est quelqu'un d'autre qui est admis. Donc, le législateur dit, bon, c'est parce qu'on a permis que même si les listes vont à la Sénat, on peut faire des retouches que on a dit la chose. Pour en finir, il faut dire qu'une fois que la liste est déposée, on ne pourra pas toucher. Mais ce qui est arrivé, tout le monde a vu, c'est ça qui a fait partie de PRD et Moël Bénin à cause des doublons.
Quand ça, là, on a vu Oui. que c'est à cause des tests. Oui. On est allé corriger. On est allé corriger. Non? Très bien. Donc, oui. si on veut corriger, si vraiment c'est les tests, on corrige. Très bien. Mais si c'est les Ça veut dire, ruses, oui, ça veut dire que même les questions de parrainage et autres ne Non. sont pas forcément des erreurs qu'il faut corriger. non. Même si les lois sont toujours politiques telles que vous l'avez dit. Oui, mais quand je D'accord. vous ai donné l'exemple. Mais j'ai posé la question par rapport Oui. aux violences tout à l'heure, vous n'avez Oui. pas encore vraiment répondu. hein. Vous avez posé quelques Je questions. demandais ces violences-là, à quoi est-ce qu'elles sont dues justement? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à organiser des élections Oui, c'est ça, sans, c'est sans ça. que des gens Oui. ne meurent? Exogène. Oui, c'est. C'est dû Non, c'est au pas caractère dû. politique des lois? Non, c'est dû au comportement des acteurs politiques. Vous savez pourquoi? Très bien. Mhm. Lorsque je prends les élections législatives, il est dit que c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs. Lorsque la Cour donne les résultats, en tant que démocrate, qu'est-ce qu'on fait? On s'y soumet. Et lorsqu'on s'y soumet, il n'y a pas de problème de violence. C'est lorsqu'on est rebelle par rapport à la décision de la Cour qu'il s'ensuit de la violence. Ce qui s'est passé le 1er mai et le 2 mai 2019. 2019, c'est parce que le camp d'en face a estimé qu'elle a été exclue des élections et il faille procéder de la sorte qu'on en est arrivé là. Donc c'était pas caprice de l'opposition alors? Ou Oui, c'était pas, puisque oui. je Et donne- pour la présidentielle, rapidement. non, pour la présidentielle même, ça là. Parce que le 5 avril, Oui. 6 Oui. ou 7 avril, il y a encore eu des Oui. mouvements dans le centre du pays. C'est le même problème, puisque la Constitution qui est révisée et qui a subi toutes les étapes nécessaires Oui. dit que l'élection présidentielle a lieu le 2e dimanche du mois d'avril. Ça fait le 11 avril. Mais c'était au nom de l'aliment des mandats. Au nom de l'aliment des mandats, quel que soit ce qu'on a dit, est-ce que la Cour constitutionnelle a validé? La question c'est oui. Donc, Donc une fois que c'est validé, ça va. lorsque nous commençons à trouver des gens, et pas des moindres, le président Yahi Boni a écrit sur sa page Facebook que le mandat du président Talon finit le 5 avril à minuit. Ça veut dire que ce sont les signes précurseurs de ce que vous avez vu. Très bien. Docteur Paul-Marie Ouessou, justement, sur ces questions de Non, violence. non, Oui, non, on va y revenir Lorsque encore. Ricky Oui. Amadougou. Oui, vous avez eu le temps de vous expliquer oui, longuement. là, c'est pour vous. Donnez-moi au moins 30 secondes pour Très vous dire bien. que je donne l'exemple de Boni Yahi. Lorsque les démocrates qui sont nés après toutes les élections consacrant le parrainage, donc qui en principe ne peuvent pas avoir de parrain, disent que si on leur donne le parrainage gratuitement, ils ne prennent pas, mais qu'on ne pourra pas faire les élections sans eux, c'est les signes précurseurs de ce que vous avez vu. D'accord. D'accord? Donc, c'est clair et net. Très bien. J'espère que vous C'est avez clair. pu quand Oui, même dire ce que vous voulez c'est dire. clair et Docteur net. Paul-Marie Ouessou, justement, sur cette question de violence, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui dans le Bénin, qui est toujours considéré comme un label démocratique pour les grandes nations, où de loin on nous voyait comme un modèle dans la sous-région, ou même sur le continent africain, comment est-ce qu'on en arrive à faire des élections aujourd'hui avec des morts à la clé? Oui, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Moi, il faut situer les responsabilités dans les deux camps. Hein. Il faut situer les responsabilités dans les deux camps. Mais je voudrais rapidement rebondir sur quelque chose qu'il vient de dire et lui demander de faire très attention. Il ne faut pas accuser. Hein. Le président Yahi est un citoyen béninois Oui. de plein droit et lit les textes et peut dire que le mandat finit le 5. Comme un autre citoyen va dire non, le mandat ne finit pas le 5 parce qu'il y a eu entre-temps chose là. Mais cela ne fait pas de Yahi celui qui a instigé la violence. Je vais vous donner un exemple parce que justement le président de la Puisque République- les manifestants Attendez. parlent le même langage que lui, Non, moi, je fais la liaison. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je fais la liaison. Non, vous pouvez pas faire. Si vous Je fais la liaison. Vous pouvez faire ça sans dire que c'est lui qui a demandé aux gens d'aller faire de la violence. Je fais la Ok. liaison. Le président Trump, ok, le jour où on est allé au Capitole,
les gens débarquaient sur le Capitole pour attaquer le Capitole. Les gens sont partis d'un meeting qu'il a organisé et où il a demandé aux gens d'aller au Capitole et de faire de sorte que son vice-président fasse ce qu'il faut faire pour que l'élection soit annulée. Mike Pence. Donc c'est complètement, ça c'est flagrant, c'est direct, c'est parole, action directe. Mais est-ce que vous avez vu le président Trump en prison aujourd'hui? Non. Ceux qui sont en prison, ils sont 300 et quelques en prison à ce moment. Ce sont ceux qui sont allés sur le terrain. Le président Trump devrait être poursuivi suivant des procédures qui sont, spécifiques par rapport à lui. Et les procédures se sont mises en branle et on a trouvé qu'il n'était pas coupable. Donc, moi, je voudrais dire que nous devons apprendre à faire les choses sans donner de la friction dans les cœurs des citoyens. C'est très important. Ceux qui sont allés sur le terrain, c'est vrai, il y a des gens physiques qu'on peut prendre. Et si c'est eux qui ont dénoncé, qui ont dit on m'a donné spécifiquement de l'argent, moi je ne suis pas de la justice, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe en ce moment. Si c'est eux qui ont dit que la justice dit ça, peut-être. Mais nous saurons, suite aux décisions de la justice, nous saurons ce qui s'est passé. Mais moi je ne peux pas me mettre ici, sur un plateau, dire qu'il y a un lien de corrélation directe entre ce que lui il a écrit sur sa page Facebook et ce que les gens sont allés faire sur le terrain. Je ne peux pas le faire. Parce que nous tous, nous avons droit... On ne peut pas faire ce qu'il dit, c'est la violence. Non. C'est ça, vous dites. Non, nous avons eu des gens aussi ici, dans ce pays, qui ont dit des choses, pendant que lui aussi était au pouvoir, qu'on n'a pas interprété, disons, comme étant des appels à la violence directe. Donc, moi, ce que je voudrais même dire, ça me rappelle ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que votre question était de savoir... pourquoi est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à faire des élections? Voilà, c'est pourquoi on parle d'exclusion que M. Arukonou ne semble pas reconnaître. C'est pourquoi on parle d'exclusion. Parce qu'en réalité, quand vous regardez chaque citoyen, il a des sentiments. Chaque citoyen, nous tous, nous avons des sentiments. Le citoyen que nous allons tous banaliser, le plus banal, a aussi des sentiments. Il a des sensations. Et il est pour ou il est contre quelque chose. C'est pour cela que nos décisions politiques doivent faire de sorte que tous les points de vue soient représentés dans l'action politique. C'est ça le problème. Lorsque vous dites c'est la majorité, et la majorité donc a pris les lois, c'est vrai, les lois, électorales sont politiques. Et la majorité a toujours tendance à conserver le pouvoir avec les lois. Mais ce qui est important et que nous devons préserver, c'est que vous allez constater que dans les pays, dans certains pays, les pays démocratiques, tous les pays démocratiques, vous allez le constater, c'est que l'espace est créé pour que toutes les opinions divergentes s'expriment, sans qu'on les stigmatise. C'est pourquoi Jean-Marie Le Pen, depuis des années, parlait contre la République française. Vous voyez? Et pourtant, personne ne l'a stigmatisé, l'a exclu, de sorte que ça provoque, parce qu'il y a quand même, il y a des gens qui le suivent. Donc, de sorte que ça provoque des violences entre Français, parce que simplement l'autre a une opinion qui est différente de la mienne. Moi, je voudrais donc dire que nous devons apprendre la majorité, parce que, il y a une majorité qui a le pouvoir en main aujourd'hui. La majorité qui a le pouvoir en main doit pouvoir apprendre à donner de l'espace aux autres. Et que les autres aient aussi l'espace d'expression. Et que vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que je vous apprécie. Pourquoi? Parce que je vous suis sur les plateaux, surtout les plateaux de Sika TV. Je vous suis. Et je constate que vous n'êtes pas un extrémiste. Vous n'êtes pas quelqu'un qui dit ça doit être moi, sinon rien. Vous n'êtes pas ça.
Mais c'est vrai, nous devons être légalistes et je vous ai dit, on doit apprendre aussi à voir au-dessus des lois. Parce que, après tout, nous sommes appelés à nous tirer vers quelque chose d'idéal, vers un idéal. Nous tous, nous sommes appelés à nous tirer vers un idéal. Et donc, moi, je voudrais dire que cette violence est due à, d'un côté, cette majorité Très bien. qui a pris sur elle la responsabilité de foncer sans nécessairement prendre, tenir compte plutôt des autres dans l'espace de l'expression publique. Et c'est aussi dû à cette minorité-là qui n'a pas appris que la politique telle qu'elle a été menée jusque-là doit changer face à la nouvelle donne que nous avons devant nous. La politique que nous avons menée jusque-là, où c'est telle personne a de l'argent, donc crée un parti et donc représente, disons, quelque chose dans l'opposition. Et moi, je l'ai dit à la veille du scrutin, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Face au fait que on avait une loi qui est la loi du parrainage, que nous pouvons interpréter comme une loi d'exclusion. Moi, j'ai toujours dit que si nous avons bien étudié comment dirais-je, la socio-psychologie du Béninois, nous n'allons jamais mettre parrainage dans nos tests. Mais nous l'avons dans nos tests. Donc, on ne peut pas dire, on doit faire 100. Vous voyez, la loi du mais c'est la loi. Oui, ceux qui disent qu'on doit faire 100, c'est déjà un problème. D'accord. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas appris à comprendre la politique. Très bien. Et ils n'ont pas... Monsieur Abdou-Kono, il faut m'excuser. Il y a beaucoup d'acteurs. Vous parlez des universitaires. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ne comprennent rien à la politique. Beaucoup. Ils sont juste des suivistes. Et ils sont prêts à cueillir des fruits pour avoir suivi. Point final, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça qui est notre problème. C'est ça qui est le vrai problème du Bénin. Parce que face au parrainage et face à ce qui se préparait et que nous avons vu tous venir, on a discuté, vous et moi, on a partagé un plateau au sujet de cela, du parrainage et des choses qui se passaient dans ce pays. Face à cela, le politique ne va jamais adopter une attitude rectiligne. Jamais. Mais la classe que nous avons appelée opposition a adopté d'abord une attitude linéaire et de rectitude. C'est grave. Linéaire en ce sens que on dit non, on ne veut pas aller pour le parrainage. Non, on ne veut pas aller avec le parrainage. C'est quelle histoire ça? Et vous voyez, ils ont tous mis leur dévolu sur la Cour africaine des droits de l'homme, ces décisions, mais il y a les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et il y a la pratique sur le terrain. Et vous avez vu la pratique, vous l'avez vu avant. Et donc vous devez vous dire, ok, désormais ça doit être ci, ça doit être ça, il nous faut nous comporter comme ça. Et je ne sais pas, autant, vous voyez, on a envoyé, comment on l'appelle, vous avez vu, le parrainage a été reçu par des gens qui sont presque des gens qui n'appartenaient à aucun parti politique. Vous voyez, par exemple ça, autant ça a été fait dans l'autre camp, autant on devrait s'organiser ici pour obtenir le parrainage là, coûte que coûte. Je vais vous donner un petit exemple pour conclure. Vous imaginez, les gens ont été dans le pays, sur le terrain, on fait, et on ne les a pas vus, on ne les a pas trop vus, politiquement, on ne les a pas trop vus. Toute la classe politique de l'opposition, on ne les a pas trop vus. Ok, mais ils étaient quand même dans le pays. Et bam, on débarque quelqu'un, un peu comme
en 2015, on a débarqué quelqu'un pour être un ministre, premier ministre, et pour qu'il prenne le pouvoir. Je ne comprends pas comment les politiques de ce pays fonctionnent dans leur mentalité. D'accord. Mais quand vous avez fait ça, je peux même dire que ça, c'est pas encore grave. Mais ce qui est grave, c'est que on en est arrivé quelque part où vous avez vu clairement que, quoi qu'il en soit, l'élection aura lieu. C'est-à-dire que, d'abord, pour moi, pourquoi celui qui est venu débarquer avec beaucoup d'argent là, ne peut pas rester simplement membre du parti et financer des gens qui peuvent obtenir la voix. Je ne sais pas. Vous voyez à peu près, on est rectiligne, on se dit, si c'est pas moi, ça ne peut pas être l'autre. Ça, c'est dans le même parti. Hein. Maintenant, prenez les partis d'opposition. Maintenant, ces partis d'opposition-là, dites-moi, si on avait eu une élection avec, disons, les mêmes acteurs qui sont allés aux élections présidentielles, mais derrière ces acteurs, un certain Adjavon, un certain Yahi, un certain Soglo, c'est ça? Candidat Zanaï, un certain Soglo. Derrière un binôme, c'est-à-dire vous avez cet ensemble de parterres de personnalités politiques derrière un binôme contre le président Talon. Est-ce que vous voyez le résultat qu'on aurait eu? Très bien. Vous voyez? Donc, c'est vous dire, elle est totalement partagée, mais c'est que ce partage de responsabilité, c'est le drame chez les politiques, je veux dire surtout de l'opposition, qui font ça et qui livrent maintenant les populations à elles-mêmes, parce que c'est ça, les populations sont livrées à elles-mêmes. Et parce que livrées à elles-mêmes, et parce que certains, dans le désespoir, se livrent à des activités de violence et autres, livrent les populations à elles-mêmes, et les populations désemparées sont obligées de réagir avec des violences ici, des protestations là. Moi, je dis, face à ce qui s'était passé aux élections, il y avait deux possibilités, mais la deuxième possibilité, c'est ça qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire que c'est la dernière chose à laquelle il faut même penser. La première, c'était soi-même. Moi, je l'ai déjà dit, hein, lorsque nous allons avoir, chaque fois que nous aurons une élection au pays, au Bénin ici, et que nous aurons Adjavon dans son coin, et Talon dans son, Adjavon dans son coin, Yahi dans son coin, Candidat Zanaï dans son coin, et Soglo dans son coin, et l'autre dans son coin, tout le monde dans son coin, et chacun prêchant pour sa parole, face au système du président Talon, le président Talon va toujours s'en sortir. Très bien. Et va bien s'en sortir. C'est vrai qu'il y a certains acteurs quand même qui estiment que l'union est quand même très difficile au sein de ces acteurs politiques. Mais à travers un courrier en date du 12 mai 2021, le président français a donc, s'est exprimé sur la situation sociopolitique nationale. Et vers la fin de son courrier, il disait, en s'adressant au chef de l'État, le président Patrice Talon, je le cite, « Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d'un climat apaisé, vital au maintien de l'attractivité du Bénin et à la mise en œuvre des réformes que vous portez. » Fin de citation. Et il y a certains qui estiment que dans cette lettre-là, on a beaucoup plus de reproches que de félicitations. Il y a d'autres qui estiment que d'ailleurs, le président Macron est en train de dire très clairement là qu'au plan démocratique, le Bénin se porte mal. Est-ce qu'Antoine Aboukono, vous n'avez pas l'impression que dans tout ce qu'on vient de dire, pour pouvoir peut-être décrisper la tension, le président doit en être pour quelque chose? Non, je crois que le président de la République, il est le père de la nation. Donc, tous les dossiers de la nation le concernent. Donc, il a clairement dit qu'il ne veut plus amnistier qui que ce soit, il ne va plus... oui, il a dit qu'il ne veut plus amnistier. Et je suis de la même logique que lui. Ah, pourquoi? Oui, parce que on a déjà amnistié en 2019. Et lorsque nous faisons une amnistie, c'est en prévision d'un certain résultat de cohésion nationale, d'unité nationale, de ne plus revivre les travers. Il y a tout un résultat qui sont attendus
lorsque nous faisons l'amnistie. Parce que l'amnistie qui a été faite en 2019 est intervenue suite à la demande de l'opposition lors du dialogue politique de pouvoir amnistier les siens qui sont pris dans ces violences-là. Et je crois que le chef de l'État et sa majorité à l'Assemblée nationale sont allés dans ce sens pour voter une loi d'amnistie. Et vous voyez même, les opposants sont allés se plaindre à la Cour africaine des droits de l'homme pour dire même que cette loi d'amnistie-là, qu'elle n'était pas la bienvenue. Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui croupissent en prison qui est leur problème, mais ils ont un plan à dérouler. Ouais. Et la preuve, c'est qu'à l'arrivée, si nous voyons ce qui s'est passé du 5 au 9 avril, nous constatons que l'amnistie n'a pas eu les effets escomptés. Parce que dans le rang de ceux qui sont encore arrêtés, il y en a qui étaient des amnistiés. Les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la première situation sont encore là pour en raviver la flamme. Donc, pas question de... Donc, moi, je dis que, bon, si l'amnistie n'a pas pu donner les résultats recherchés, est-ce qu'il faut toujours utiliser la même formule? D'accord. Il faut changer de formule. Et la Mais par rapport à la forme du courrier du président Macron? Oui, vous savez, je ne prends jamais la France comme seulement un pays européen qui adresse des courriers au Bénin. La France est notre pays colonisateur. Et la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et donc, chaque fois qu'elle est en relation avec ces pays colonisés, elle est toujours en diplomatie. La lettre là, elle est très diplomatique. Vous avez vu au Tchad, la Constitution a prévu, lorsque le président de la République décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le succède. Mais vous avez vu que ce n'est pas ça qui a été fait. Et que derrière, il y a la France qui est là. La France n'a pas critiqué pour dire mais, que la démocratie est en danger au Tchad. Parce que la Constitution a été violée au vu au su de tout le monde. La France ne l'a jamais dit. Vous avez vu en Afrique de l'Ouest comme centrale qu'il y a des monarchies constitutionnelles. Ou au Togo, le même président, la même famille au pouvoir pendant 55 ans. Nous avons Paul Biya qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. Près de 40 ans, oui. Près de 40 ans au pouvoir. Nous avons en Centrafrique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de situations. Mais vous voyez que la France les gère au cas par cas. La France n'a jamais dit la démocratie est en danger, la démocratie est ceci, comme nous on le chante. Donc ce n'est pas au Bénin où il y a quand même une alternance régulière, qui a quand même le respect de la Constitution, le respect des textes, quand bien même on peut trouver à redire, mais quand même les choses sont respectées. Je ne pense pas qu'au Bénin, que la démocratie aurait trop préoccupé la France. Donc, vous avez vu tout le retard que la France a pris pour féliciter, pour envoyer sa lettre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est comment les Béninois vont faire pour s'entendre, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, qui est important. Je ne vois pas la France qui soit un médiateur, qui envoie une lettre et c'est lui qui va
nous mettre ensemble, je ne le vois pas. Mais Puisque- entre nous, hein, si puisque- éventuellement, si moi, par exemple je dans le- ce je le- courrier, Emmanuel Macron disait, bon voilà, je vous transmets mes vives félicitations, etc., etc., est-ce que vous aurez eu la même posture? Non, nous savons que ce sont des formules diplomatiques. C'est quand ça rentre dans ces schémas que ça peut attirer notre attention. D'accord. Sinon, c'est des formules diplomatiques. Très bien. Moi, je ne voudrais pas être l'avocat du président Patrice Talon, mais je dois dire que, en toute franchise, je ne me vois pas en quoi le président Talon serait une menace pour notre démocratie. Pour ne pas dire que il a fait de son mieux. Mais le champ politique est un champ assez complexe. Où, lorsque vous tirez à droite, il y en a toujours qui vont tirer à gauche. D'accord. Vous avez vu, Oui. lorsqu'on a dit que les élections législatives, la Sénat a rendu ses résultats et que ce sont seulement deux partis de la mouvance présidentielle qui sont qualifiés, le chef de l'État a dit que d'habitude ça ne se passe pas comme ça, que la classe politique n'a qu'à se revoir pour qu'on laisse tomber en fait les questions qui fâchaient pour que les gens ne puissent pas compétir. Et comme je l'ai toujours rappelé, on a fini par le faire le 14 mars 2018, où trois propositions de 2019. loi 2019, où trois propositions de loi ont été élaborées et signées par les membres de la commission paritaire dont faisait partie Éric Rouleté et Garba Yaya de l'opposition. Les documents existent. D'accord. Le lendemain, Oui. ce sont les mêmes de l'opposition qui, après avoir consulté le président Yahi Boni et Soglo, sont revenus pour renoncer C'est vous à qui, leur c'est signature. vous qui le dites ainsi? Non, Ils n'ont jamais mais dit comment qu'ils ont nous consulté jouons dans telle le ou telle pays, nous. personne. Ils n'ont jamais dit ça publiquement dans la presse. Non, et dites-vous, nous étions à un jour pratiquement du fort clos D'accord. de la CEDEAO. Très bien. Alors, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc, on est dans un jeu où il y a un camp qui pense que si on peut rentrer dans le vide juridique à partir du 15 mai, ils vont mettre en œuvre leur jeu. Et vous croyez que le camp adverse va croiser les bras pour dire, comme nécessairement l'opposition doit aller aux élections, je dois attendre pour tomber dans ce piège. Là, les institutions de la République ont pris la responsabilité. Très bien. Donc, Pour il que faut l'agenda pas- continue. Pour que l'agenda continue. Donc, il y a D'accord. toujours... vous avez vu, M. Wessou tout à l'heure a fait des démonstrations assez pertinentes que les opposants doivent prendre en compte. Parce que si dans votre vie, tout ce qui vous arrive, vous ne faites pas au moins une évaluation pour dire oui, à 80%, ça vient de l'ennemi. Mais à 20%, moi-même, j'en contribue. Et que vous pensez que tout ce qui vous arrive ne provient que de l'autre, il vous sera difficile de vous en sortir. Je vous dis, si le président Talon est à la place, devient aujourd'hui opposant, et que les autres deviennent mouvanciers, le président Talon va relever le défi. C'est vous qui le dites. Oui, puisque nous, on a été opposants aussi. Wessou, justement. Nous avons été opposants Alors, aussi. Docteur, par rapport à Nous ça, avons été opposants aussi. Emmanuel Macron, quel commentaire vous faites? Bon, mais moi, je voudrais dire une chose. Hein, ça m'intéresse très peu de discuter les trucs d'Emmanuel Macron, parce que vous savez, Macron a des problèmes en France lui-même. Et peu importe, je ne sais pas pourquoi une lettre de Macron devient un grand problème, nous devons en discuter. C'est une lettre, mais c'est vrai, c'est dû au fait aussi que le gouvernement a mis sur la télévision nationale, dans la presse, toutes les lettres de félicitations reçues
peut-être aussi dû au fait que l'élection, entre-temps, n'était pas, disons, ne passait pas bien. Il fallait donc trouver un moyen de la faire passer dans les consciences. Mais pour moi, c'est... Pour montrer qu'à l'extérieur... Oui, parce que pour moi, c'est un non-événement. Lettre de Macron, c'est un non-événement. D'accord. Lettre de l'Amérique, c'est un non-événement. D'accord. C'est ce qui se passe au Bénin. Et moi, je l'ai toujours dit, nous devons travailler à ce qui nous concerne là. Nous n'invitions pas l'étranger pour qu'il vienne nous dire ce que nous devons penser. Et vous voyez, les gens s'émerveillent parce que Emmanuel Macron n'a pas dit félicitations. D'autres s'émerveillent parce qu'on a zéro. Franchement, zéro. C'est-à-dire que ça change quoi dans la vie du quotidien ma grand-maman qui est au village à Gobana quelque part. Ça change quoi dans sa vie que Emmanuel Macron dise félicitations ou pas? Je ne sais pas. Donc moi, sincèrement, très bien. C'est un non-événement. Vous avez évoqué tout à l'heure le deuxième mandat du chef de l'État qui va démarrer le 23 mai. Et justement, je voudrais qu'on en dise un mot. Quelles peuvent être maintenant les différentes perspectives de ce mandat-là? En quelques minutes, je vous prie. Justement, le président va certainement lire ou faire un discours d'investiture. On va peut-être écouter ce discours après. Mais après avoir vu comment il a conduit les réformes jusque-là, et en s'appuyant sur vos démonstrations, c'est-à-dire que là, il a tous les leviers en main, tel que vous l'aviez dit, comment est-ce que ce mandat-là va pouvoir se passer sur le plan social et sur le plan politique? Oui. Pour moi, c'est vraiment la question, quoi. C'est ça la question. Emmanuel Macron, c'est pas une question. Ça, c'est la question. Alors, je vous ai posé la question. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du dimanche prochain, là, à quelle sauce nous serons mangés au Bénin? C'est ça toute la question. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il y a de la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas de la démocratie? C'est à partir de là. C'est tous les pas à la seconde près que le président va poser à partir du dimanche prochain. C'est ces pas-là qui vont véritablement maintenant lui donner une certaine stature de chef d'État. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu comme, disons, un grand patron de chantier qui devait démolir d'abord, défricher le terrain avant de commencer à déployer un peu quelque chose. Et moi, je crois que la première des choses qu'il faut considérer, c'est les tendances au plan mondial. Je veux, disons, rappeler à l'intention de tout le monde que nous sommes en train d'aller dans une deuxième guerre froide qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que, entre-temps, vous avez vu l'Amérique qui a fait le America First, le programme America First, qui était un programme de l'Amérique solitaire, isolée de tout le monde. Conduit par Trump, non? Exactement. Mais vous voyez maintenant, depuis le 20 janvier dernier, une Amérique qui est en train progressivement de poser les bases de ce que sera le monde à partir de l'année prochaine déjà. C'est-à-dire que vous avez l'Ouest qui va retrouver sa vigueur, l'Ouest qui va retrouver son unité, et qui va, disons, maintenant faire face à l'Orient, avec la Chine, et bien sûr la Russie, qui sont donc des menaces pour l'Ouest aujourd'hui. C'est vrai, ce ne sera pas la même guerre froide, mais dans cela, je l'avais déjà dit une fois, dans cela, il faut se rappeler que les deux modèles qui sont sur le continent aujourd'hui, à savoir le modèle rwandais et le modèle ghanéen, le modèle rwandais n'est pas un exemple, n'est pas un choix pour nous. Le modèle ghanéen, c'est le choix qu'il faut faire. Et quand je l'avais dit la dernière fois, je me suis retrouvé, disons, vous voyez, à suivre Joy News, télévision ghanéenne. Et j'ai vu des choses extraordinaires qui sont en train d'être mises en place par le président ghanéen. Et je crois, on n'a pas besoin de l'exemple de l'autre aussi, on a besoin simplement de nous regarder nous-mêmes et de voir où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes,
où est-ce que nous voulons aller. Et dans ce sens-là, je veux, moi, pouvoir dire deux choses. La première chose est que la politique, le président Talon est capable de s'élever, de magnanimité. Et ça, il l'a prouvé à travers le retour au pays de M. Kouvi, colonel Tawes. du colonel Tawes. Il a prouvé à travers cela. Même si on peut l'interpréter autrement. Il a prouvé qu'il peut se lever. Quand la situation la demande, il peut se lever. On a parlé de plusieurs choses, mais on a surtout insisté sur le dialogue. Moi, j'ai pensé que le dialogue était nécessaire pour qu'on aille aux élections, mais après les élections, je pense que le dialogue n'est pas nécessaire. Oui. Le dialogue n'est pas nécessaire. Ceux qui cherchent à faire évoluer le pays à travers cette formule se trompent. Moi, je le crois. On a eu un dialogue une fois dans notre histoire. Il ne faut pas que toutes les fois on revienne à cela pour dire oui, on va faire assise nationale pour discuter. Vous savez, j'ai toujours dit que les États-Unis aussi ont fait la convention de Philadelphie. Ok, une fois, ils ont fait ça une seule fois. Tout le reste a été réglé par nous avons vu les insuffisances, il faut les combler. D'accord. Nous avons vu les faiblesses, il faut les combler. Et donc, ce qui doit être le chantier à partir du dimanche prochain pour moi, c'est que nous avons tous vu les insuffisances maintenant des lois, les insuffisances des réformes. Nous avons aussi vu certaines forces ou les forces des réformes. Ce qui, pour moi, doit être le chantier, c'est de corriger les insuffisances. De corriger les insuffisances. Et vous allez voir que si effectivement le président Talon se met à corriger les insuffisances, l'intégration va se refaire naturellement. D'accord. Et que le président Talon, à partir du dimanche prochain, dirige le Bénin en regardant le Béninois. Parce que j'ai eu comme l'impression sur les 5 années passées qu'il a trop regardé les opposants. Il n'a pas regardé les Béninois. Et je voudrais donc qu'il porte son regard sur le Béninois. Sur ce bien-être. Exactement. Sur ce que ce Béninois va être après 2026. D'accord. Parce que les piliers de 2026, c'est lui qui doit les poser. Et maintenant. D'accord. C'est-à-dire d'après 2026. Si nous sommes dans le schéma que c'est la majorité qui impose sa loi et que nous allons poursuivre dans ce schéma, c'est dangereux pour lui-même. Parce que après 2026, s'il ne revient pas comme il l'a dit, eh bien, vous savez, le cas Eduardo dos Santos est là. En Angola. Pour nous montrer que vous avez beau été ce que vous avez été au pouvoir, lorsque vous partez, et même quand vous remettez le pouvoir à quelqu'un que vous connaissez bien, eh bien, les choses ne sont pas toujours comme vous avez pensé que ça devait être. Tout à fait. Et donc, c'est maintenant qu'il faut construire. Et pour construire cela, c'est qu'il faut élargir désormais la base de sa sécurité politique et de la sécurité politique des Béninois, parce que c'est ça ce que je vous ai dit, quand les opposants font ce qu'ils font et qu'ils sont affaiblis, c'est que c'est toute la sécurité de nous tous qui est mise en danger. Et donc, il faut élargir la base de sa propre sécurité politique et de la sécurité politique des Béninois. Très bien. Pour que nous puissions, disons, nous retrouver dans un futur sécurisé. Et pour conclure, très rapidement, pour moi, le président Talon doit maintenant asseoir la démocratie dans sa totalité, dans sa plénitude. Très bien. Antoine Adoukono, justement, sur cette même question. Non, je crois que ce qui est souhaitable, c'est que ce qui a été bien fait soit renforcé. Et là où on estime que ça n'a pas marché, qu'on corrige. Mais il ne faut pas que
les gens pensent que nous allons reculer. Nous n'allons pas reculer. Parce que nous n'allons pas dire oui, parce qu'il y a des partis qui se disent exclus. Nous enlevons les 10%, nous enlevons le parrainage, nous faisons tomber tout pour que seulement ceux-là aient droit de citer. Non, ça ne se fera pas comme ça. Les opposants doivent comprendre que nous avons fait l'option de changer de cap. Et donc, sur certains aspects, doivent pouvoir se mettre à jour. Au plan socio-économique, je crois qu'il y aura beaucoup de surprises parce que dans le programme que prévoit le gouvernement pour ces 5 ans, il y aura quelque chose de fondamental qui va changer la vie des Béninois. Et ça a déjà commencé. Aujourd'hui, le gouvernement est dans la logique de rendre accessible aux artisans, aux cultivateurs, aux paysans, etc., l'accès facile au financement de leurs activités à travers des garanties au niveau des banques secondaires. Ça paraît un événement simple, mais si c'est fait, parce que ça a déjà commencé, on a mis près de 170 milliards au niveau du Fonds national de développement de l'agriculture. On est dans une estimation d'aller à près de 500 milliards. Et il est prévu que dans d'autres secteurs, ça va se faire. Parce que, qu'est-ce que nous voulons? C'est le bien-être. Si M. Gilles Christ a la possibilité de faire un prêt pour se mettre dans son initiative privée, il n'attendra pas l'État. Et une fois qu'il rentre dans ses activités, il va se donner quand même un minimum de mieux vivre, de mieux être. Donc, c'est un programme assez fort et je souhaite que le président Talon, d'abord, qui est un homme de parole, il a dit, il a réitéré pendant la campagne, ça sera fait. Et vous verrez que sur les 5 ans, j'estime que le Béninois va pouvoir dire que, enfin, ça a vraiment pris. D'accord. Comme vous nous rassurez, on va donc croiser les doigts pour voir justement la couleur que prendra cette mandature. Merci infiniment à vous. Antoine Adoukono, vous êtes acteur politique, membre donc de la majorité présidentielle. Vous soutenez donc les actions du chef de l'État. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Docteur Paul-Marie Wessou, vous êtes enseignant-chercheur. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement et d'avoir partagé avec nous vos appréhensions de l'actualité sociopolitique nationale. Avec certainement espoir de vous retrouver très prochainement sur ce même plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi de te retrouver ici. Merci. Et je me mets à la disposition de l'émission chaque fois que je serai invité. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment à chacun de vous d'être donc venu. Et à vous qui nous avez suivis de bout en bout, vous le savez, on ne cessera jamais de vous dire merci. À très bientôt.